19h, bienvenue dans le journal d'Al24 News au sommaire de l'actualité de ce 22 août 2026. Washington menace de sévères sanctions dès lundi contre l'Iran. Téhéran dénonce une offensive contre sa souveraineté et promet de ne pas céder. Donald Trump revendique le détroit d'Ormuz comme territoire américain et accentue la pression sur Téhéran autour d'une voie maritime par laquelle transitaient avant la guerre plus de 20 millions de barils de pétrole par jour. Nous irons en Palestine occupée où le projet Iwan menace de couper la Cisjordanie occupée en deux et d'isoler Al-Quds Est. Le président Mahmoud Abbas a exigé son abandon. Plusieurs capitales européennes envisagent désormais des mesures contre l'occupation sioniste. À la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois d'août, l'Algérie plaide pour une action africaine mieux coordonnée afin de prévenir les conflits, protéger les populations et renforcer les liens entre paix, sécurité et droits de l'homme. Et dans notre dossier en Ukraine, Vladimir Poutine a appelé samedi à l'unité nationale à l'approche des élections législatives de septembre. Poutine affirme que l'Ukraine a ouvert la boîte de Pandore en frappant des cibles économiques. Bonsoir à toutes et à tous. En ouverture de ce journal, les États-Unis et l'Iran ont échangé des messages de défi avant l'annonce prévue ce lundi 24 août de nouvelles sanctions économiques américaines qui pourraient impacter la République islamique et les principaux partenaires commerciaux de Téhéran, dont la Chine. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baqai, a déclaré que l'annonce imminente par les États-Unis de nouvelles sanctions économiques contre l'Iran était, je cite, une affirmation de souveraineté extraterritoriale sur chaque État membre indépendant des Nations Unies. De telles sanctions secondaires ne trouvent aucun fondement dans le droit international, a écrit Ismail Baqai dans un message publié sur la plateforme X. Sur le terrain politique comme économique, Donald Trump maintient la pression sur Téhéran. Les options militaires américaines contre l'Iran restent ouvertes, malgré le virage stratégique vers une pression économique accrue sur le pays, a déclaré vendredi le président américain à la base aérienne d'Andrews, dans le Maryland. Interrogé sur le point de savoir si la stratégie économique indiquait que les options militaires américaines dans la région étaient limitées, Trump a répondu, je cite, « Non, pas du tout. Cela signifie simplement que nous constatons les événements. » Trump a déclaré que les États-Unis exerçaient un contrôle total sur le détroit d'Ormuz et les zones environnantes. Le président américain revendique donc le contrôle du détroit d'Ormuz, qu'il va jusqu'à le qualifier de territoire américain. C'était lors d'un rassemblement en Caroline du Sud vendredi. Donald Trump avait déclaré plus tôt cette journée qu'il pensait que Téhéran n'était pas prêt à conclure le bon accord et que Washington observait ce qui se passe dans cette guerre. Washington qui s'était engagé cette semaine à imposer les sanctions financières les plus sévères de l'histoire contre Téhéran. Les Iraniens n'auront jamais l'arme nucléaire. Ils veulent tellement conclure un accord que nous ne savons même pas si nous avons gagné, car je considère le détroit d'Ormuz comme un territoire américain actuellement. C'est un territoire américain. Sur le terrain, les États-Unis ont annoncé avoir redirigé 68 navires commerciaux, en ont immobilisé 3 et en ont arraisonné 2 pour, je cite, assurer le respect des règles, ce qu'a indiqué le commandement central américain dans une publication sur la plateforme de médias sociaux accompagnée d'une photographie de marins américains sur le pont d'envol de l'USS Ross, diffusée jeudi 11 août. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré qu'il donnerait des détails lundi.
Et à Téhéran, la réponse se veut désormais régionale. Le président du Parlement, Mohamed Bagher Ghalibaf, a déclaré ce samedi que l'Iran avait reçu de nombreux messages de pays voisins concernant la mise en place de nouveaux accords de sécurité régionaux et de coopération économique. Ghalibaf a estimé que les États-Unis avaient mis en danger la sécurité de leurs alliés dans la région au nom de l'entité sioniste, ajoutant qu'un ordre régional indépendant et national apporterait la paix et la sécurité. Et à propos du dossier palestinien, le président palestinien Mahmoud Abbas a exigé vendredi que l'entité sioniste mette immédiatement fin à son nouveau plan de colonisation illégale en Cisjordanie occupée, connu sous le nom de plan de colonisation Iwan. C'est ce qu'a relayé l'agence de presse palestinienne Wafa. Abbas a déclaré que la colonie Iwan isolerait Al-Quds et fragmenterait le territoire palestinien, violant ainsi le droit international, notamment la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l'ONU. La résolution de l'ONU a jugé illégales les colonies sionistes en Cisjordanie qui constituent un obstacle majeur à la solution à deux États. Une condamnation qui trouve un écho du côté européen. L'Union européenne préparait en effet un ensemble complet de sanctions contre l'entité sioniste en réponse à l'avancement par cette dernière de la construction de colonies dans la zone Iwan de Cisjordanie occupée. Les éventuelles mesures envisagées par l'Union européenne concerneraient les domaines commerciaux, universitaires et sécuritaires. Parmi les premières mesures en cours d'élaboration figurent l'étiquetage obligatoire des marchandises importées de la Palestine occupée, une réduction de la coopération universitaire et la suspension de certains engagements diplomatiques et sécuritaires avec l'occupation sioniste. L'urgence reste pourtant sur le terrain à Gaza, notamment où le bilan de l'agression génocidaire sioniste est passé à 73 419 martyrs et près de 175 000 blessés depuis le 7 octobre 2023, selon un nouveau bilan communiqué samedi par les autorités sanitaires palestiniennes. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 1285 Palestiniens en sont tombés en martyrs et 4252 autres ont été blessés. Et à Gaza, justement, au milieu des décombres, certains tentent malgré tout de préserver une part de vie et de normalité. Parmi eux, des enfants amputés par la guerre se tournent vers la natation pour retrouver leurs repères et reprendre confiance en eux. Dans l'eau, ils réapprennent à bouger avec leur corps mutilé et à retrouver progressivement leur autonomie. Commentaire de Maria Chouillard. Dans l'eau, leur corps semble flotter en apesanteur. Pour ces enfants amputés, tenir à la surface est déjà un premier pas. Ici, pas question de performance. Avant de nager, il faut réapprendre à faire confiance à son corps, trouver son équilibre, coordonner ses mouvements, accepter un corps mutilé par le génocide. Les enfants amputés étaient généralement en grande détresse psychologique. Une fois dans l'eau, leur humeur s'améliorait, leur confiance augmentait. Aujourd'hui, en tant que communauté marginalisée touchée par l'handicap, nous avons besoin du strict minimum en matière d'infrastructures sportives et éducatives, le minimum vital en matière de droits humains. S'occuper de ces enfants après l'épreuve qu'ils ont traversée n'est pas chose facile. Bien sûr, nous avons commencé par un soutien psychologique. Nous leur avons expliqué que nous étions nous aussi amputés. Nous avons commencé par l'aspect psychologique, puis les aspects techniques et enfin la nage elle-même. Flotter, se maintenir à la surface, coordonner ses mouvements, puis avancer à son rythme. Le travail commence ainsi, loin de la performance sportive, une rééducation à la fois physique et psychologique. À Gaza, les espaces de loisirs pour les enfants ont pratiquement disparu. Les infrastructures de réadaptation, elles aussi, restent largement insuffisantes face à l'ampleur des besoins. Nous n'avons plus d'endroits comme des parcs d'attractions ou des piscines pour divertir les enfants et leur permettre de se dépenser. En tant qu'enfants, ils ont droit à l'éducation, aux jeux, au sport, à l'amour et à l'attention de leur famille. Alors, nous essayons de donner tout ce que nous pouvons et tout notre amour, surtout aux enfants qui ont perdu leur famille.
L'OMS estime que plus d'1 millier d'enfants avaient déjà perdu 1 ou 2 jambes au cours des premiers mois du génocide sioniste. Depuis, le nombre exact reste difficile à établir. Mais l'ampleur du phénomène est telle que l'UNRWA a décrit ça comme le territoire comptant le plus grand nombre d'enfants amputés au monde. Et la tension reste vive dans la région. Une frappe de drone sioniste près du plateau du Golan syrien a fait un blessé ce samedi. Le ministère syrien des Affaires étrangères dénonce une violation flagrante de la souveraineté du pays, du droit international, alors qu'il s'agit de la 2e attaque sioniste contre la Syrie en une semaine. Et au Liban aussi, le ministère libanais de la Santé fait état de 8 915 morts et 30 543 blessés depuis le 8 octobre 2023. Depuis le 2 mars dernier, le bilan s'élève à 4 348 morts et 12 307 blessés alors que les attaques se poursuivent notamment dans le sud du pays. Cap sur l'Afrique à présent avec l'Algérie qui entend renforcer les mécanismes de paix et de sécurité au sein de l'Union africaine. Présidente du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois d'août, l'Algérie a appelé à une approche unifiée entre les mécanismes africains des droits de l'homme, de la gouvernance, de la paix et de la sécurité. Lors d'une réunion conjointe avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Mohamed Khaled, ambassadeur d'Algérie en Éthiopie et représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Union africaine, a notamment mis en avant le rôle des organisations non gouvernementales dans la prévention des conflits, la médiation et la consolidation de la paix. Une dynamique que les États membres veulent désormais traduire en action. Ils ont appelé à renforcer la complémentarité entre le Conseil de paix et de sécurité et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à travers un meilleur partage de l'information et des mécanismes de suivi plus efficaces. L'objectif est de passer des résolutions aux résultats concrets, notamment dans la prévention des conflits, la protection des civils et la promotion de l'état de droit. Dans l'actualité en Algérie, le Premier ministre algérien Sifiri Barogagné, samedi à Alger, après avoir pris part vendredi en qualité de représentant du président de la République Abdelmajid Tebboune à la cérémonie officielle d'ouverture de la 20e édition des Jeux méditerranéens organisés à Tarente en Italie. Cette participation confirme la présence de l'Algérie dans les événements sportifs et les forats diplomatiques régionaux et traduit son soutien à la délégation sportive nationale prenant part à cet important rendez-vous méditerranéen selon le communiqué du Premier ministère. Sur le dossier du Sahara occidental, une nouvelle polémique autour de la promotion touristique de Dakhla occupée. Le collectif des défenseurs sahraouis des droits de l'homme au Sahara occidental, le CODESA, condamne une campagne publicitaire de la compagnie irlandaise Ryanair, publiée sur Instagram, présentant la ville occupée comme une destination touristique. Pour le collectif, cette promotion contribue à normaliser l'occupation marocaine et porte atteinte aux droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Sur un autre front africain, la situation sécuritaire reste tendue au Soudan. Des drones de combat de l'armée soudanaise ont ciblé des rassemblements des forces de soutien rapide dans 5 localités du Kordofan occidental. Les frappes ont notamment touché Soumeima, Al-Khouwei, Labana, Hamas et As-Sata. Aucun bilan humain et matériel n'a pour l'heure été communiqué. Et au Soudan, la menace ne vient pas uniquement du conflit. La terre se fait de plus en plus difficile à cultiver. La sécheresse retarde les pluies, tandis que la flambée des prix du carburant et des semences fragilise davantage les agriculteurs. Certains n'ont d'autre choix que de laisser leurs terres à l'abandon. Les autorités misent désormais sur les cultures plus résistantes et recommandent de repousser les semis. C'est le sujet de Sohila Kilal. Sur les rives du Nil asséchées par la chaleur, les agriculteurs soudanais peinent à travailler et à irriguer leurs terres.
Leurs champs, habituellement verdoyants en août, restent bruns partout dans le pays, notamment dans l'état de Gédaref. À la frontière éthiopienne où sont cultivées la majeure partie des céréales de base du Soudan, des surfaces agricoles restent en friche en raison d'une faible pluviométrie qui menace les récoltes et dont les conséquences se font de plus en plus ressentir. Nous sommes confrontés à un problème majeur lié au manque de pluie qui menace la récolte de sésame, une denrée stratégique pour le pays. Nous avons du mal à faire face au coût élevé du diesel et à la hausse de la main-d'œuvre agricole, ainsi que l'augmentation des prix des engrais. Pris en étau entre le manque d'eau et l'explosion des coûts du carburant, de la main-d'œuvre et des semences, de nombreux paysans abandonnent leurs terres alors que 65% des surfaces arables sont déjà inutilisables. Si l'année dernière, un sac de semences de sorgho coûtait environ 48 €, le même sac est désormais à 81 €. Touchés par le manque de précipitations, tout comme nos voisins et les rapports indiquent que les pluies seront inférieures à la moyenne cette année, nous avons conseillé aux agriculteurs de planter des cultures résistantes à la sécheresse et de prendre des précautions, comme retarder les semences afin d'éviter les problèmes liés aux périodes de sécheresse. Au Soudan, le manque de pluie aggravé par le phénomène climatique El Niño a inexorablement entraîné une baisse historique du niveau du Nil. Cette sécheresse met en péril les récoltes de céréales essentielles comme le sorgho et le sésame, plongeant le pays dans une insécurité alimentaire critique. Alors que des millions de déplacés font face à une faim aiguë, dépendant entièrement d'une aide humanitaire perturbée par les violences. En Afrique centrale, la menace Ebola pousse les Nations Unies à renforcer leur dispositif de prévention. L'ONU va mobiliser 3 millions de dollars pour prévenir une éventuelle propagation transfrontalière du virus depuis la République démocratique du Congo vers la République centrafricaine. C'est ce qu'a annoncé vendredi Tom Fletcher, secrétaire général de l'ONU aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence. L'aide doit notamment permettre de renforcer la détection des cas, les capacités de réponse et l'accès à l'eau. Vendredi, la RDC a également reçu plus de 16 000 doses de vaccins. L'épidémie a déjà fait plus de 2500 morts sur plus de 5000 cas confirmés, alors que le pays fait face à sa 17e épidémie d'Ebola, déjà considérée comme la plus importante de son histoire en nombre de cas, dépassant la pire épidémie précédente de 2018 à 2020. Nous avons dans notre planification décidé, avec l'avis des scientifiques, d'utiliser le vaccin Ervebo, le vaccin que nous connaissons tous, qui a déjà été utilisé plusieurs fois, et notamment de manière très importante pendant l'épidémie de 2018 à 2020. Nous avons effectivement, après avoir écouté tous les scientifiques, décidé d'utiliser ce vaccin en sachant qu'il va y avoir deux phases. Une phase de recherche et une phase compassionnelle. La phase de recherche, c'est 20 000 doses et la phase compassionnelle, c'est 50 000 doses. En sachant que nous avions déjà 2 000 doses qui sont déjà parties à la Chopo. Là, nous réceptionnons 16 000 doses pour un total de plus de 400 000 doses que nous avons demandées. Et donc, nous remercions tous les partenaires qui nous ont aidés à obtenir ces doses de vaccins. Et nous allons effectivement renforcer le dispositif de riposte avec ces vaccins. Changement de front avec une nouvelle journée meurtrière dans la guerre russo-ukrainienne en Ukraine. Au moins 16 personnes ont été tuées après des frappes de drones présumées russes contre un centre commercial à Kryvyi. D'autres attaques menées dans les régions de Mykolaiv et de Kharkiv portent le bilan à 22 morts vendredi selon les autorités ukrainiennes.
Au moins 7 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées samedi à la suite de bombardements ukrainiens ayant visé des régions de Russie ainsi que d'autres territoires sous son contrôle. Le gouverneur de la région russe de Krasnodar a révélé que 2 enfants avaient trouvé la mort et 2 personnes avaient été blessées lors d'un raid ciblant la mer d'Azov. De son côté, le gouverneur de Belgorod a confirmé la mort de 2 personnes et fait état de 13 blessés. À Louhansk, le chef-lieu de la région du Donbass, le gouverneur a confirmé la mort de 2 civils. D'autre part, plusieurs régions russes ont également été visées par des frappes ukrainiennes. Au moins 7 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans des bombardements ayant notamment touché Krasnodar, Belgorod et Louhansk. À Samara, des drones ukrainiens ont par ailleurs fait au moins 6 morts et endommagé un entrepôt ainsi qu'une installation industrielle. Dans ce contexte de confrontation toujours intense, Vladimir Poutine appelle au resserrement des rangs. Le président russe a appelé samedi à l'unité nationale lors du congrès de son parti Russie Unie à un mois des élections législatives. Il a notamment placé la souveraineté et la sécurité des territoires au cours de son discours. L'opération militaire spéciale se poursuit. Plus la situation se complique pour l'ennemi sur le front, plus les attaques menées par le régime de Kiev sont brutales et barbares. Cela révèle toute la nature néo-nazie, bondériste et russophobe de la force que nous combattons. Je suis convaincu que nos soldats ne nous décevront pas. Vladimir Poutine a réaffirmé lors de son discours que les prochaines élections législatives mettront en évidence la souveraineté et la résilience de l'État russe. Je suis convaincu que les prochaines élections parlementaires confirmeront la stabilité de l'État, la maturité de notre système politique, sa capacité à résister à toute menace extérieure, à tout chantage et à toute agression, et qu'elles deviendront l'expression de la volonté commune de millions de personnes et de leur désir d'assurer la souveraineté et la sécurité de la Russie. À Kiev, le message est tout autre, avec un appel au maintien de l'engagement américain. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, estime qu'aucune avancée vers une paix juste ne peut être envisagée sans les États-Unis. À Berlin, il a également souligné que le rôle que doit jouer l'Allemagne dans les efforts de paix, la sécurité et la future reconstruction de l'Ukraine. Nous avons besoin d'une implication plus active de la part des Américains. Nous saluons cette implication. Nous saluons également le leadership dont font preuve les Américains. Après tout, sont les Américains sans les États-Unis. Il est illusoire d'espérer des progrès et une paix juste dans cette situation. L'Ukraine a des idées, y compris des idées novatrices, pour optimiser ce processus. Nous attendons avec intérêt l'arrivée de l'équipe de négociation américaine. Le ministre allemand des Affaires étrangères et moi-même avons également évoqué le rôle de l'Europe dans ces efforts de paix. Dans l'actualité économique, Washington et Ottawa restent à distance d'un accord. Les États-Unis et le Canada n'ont pas réussi à conclure leur accord commercial vendredi. La Maison-Blanche annonce des droits de douane de 50% sur certaines importations canadiennes, tandis que le Premier ministre canadien Mark Carney promet des mesures de rétorsion et suspend les négociations commerciales. Et pour terminer, place au sport avec une entrée en matière réussie pour les jeunes verts. L'équipe nationale algérienne des moins de 21 ans a idéalement lancé son tournoi aux Jeux méditerranéens de Tarente en Italie en s'imposant 2-1 face au Kosovo. Un succès important avant les 2 prochaines rencontres du groupe face à l'Italie, pays hôte, puis l'Albanie avec en ligne de mire une qualification pour le second tour. Voilà, c'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur le 24 News. Excellente soirée à tous.